Chapitre 6. Une tornade de grands enfants envahit le dortoir. Ils me parurent effroyablement nombreux, tant ils étaient bruyants, remuants et résolus à écumer les visiteurs. Montés en graines, maigres, violents, vêtus de haillons, les enfants de nos tombes m'aperçurent et se jetèrent sur moi, comme une meute de chiens sur un gibier. Des sauvages que j'étais incapable de différencier en filles ou en garçons m'attrapèrent en hurlant: Ça porte un costume marin et c'est bien nourri! Allait-il me manger? J'eus un réflexe de survie. Il y a des provisions dans ma valise, déclarai-je. La tribu me laissa tomber sur le plancher et se rua sur le bagage qui fut dépecé en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire. Celui qui avait l'air de commander, un individu d'une dizaine d'années, réunit le butin. Des petits beurres, du cacao, des barres de Côte d'Or. Tu fais de la contrebande ou quoi? Simon, distribue, on a faim! Cria une voix de fille. S'ensuivit une scène cruelle où Simon jeta les paquets en fonction de ses préférences fraternelles, laissant gémir de souffrance ceux qu'il avait décidé de léser. Il garda pour lui les meilleures friandises, puis autorisa à dévorer. Ce fut de la curée. Les enfants qui n'avaient rien reçu vinrent mendier auprès des mieux pourvus, qui se montrèrent à peine plus généreux que Simon. Quand il ne resta plus rien de comestible, le chef s'adressa à moi. Tu es Patrick, mon neveu. Tu me dois plus de respect. Puis-je vous tutoyer? Si tu poses beaucoup de questions aussi ridicules, je vais t'en coller une. Je me tins à carreau. Peu à peu, je m'aperçus que la horde qui m'avait paru si nombreuse ne comportait que 5 membres. Pourquoi avais-je eu l'impression qu'ils s'étaient à ce point démultipliés? Était-ce dû à leur façon de ne jamais rester en place, ou au talent que cette bande avait pour nuire? Surtout, comment était-il possible que ces 5 malfrats aient été engendrés par la femme douce et l'homme gracieux qui m'avaient reçu? Comme ils avaient encore faim, ils fouillèrent les vêtements de ma valise, dans l'espoir que quelque gâterie y soit cachée. Chaque habit était exhibé et commenté. Une chemise de soie blanche avec un col de dentelle. Moi qui suis une fille, je n'en possède pas. Je te l'offre. C'est malin, j'ai 13 ans. Comment veux-tu que j'entre là-dedans? 13 ans. Cela me parut à peine croyable. À mes yeux, une personne de cet âge eût dû être presque adulte, quand cette fille malingre semblait condamnée à l'enfance. Simon prit la parole. J'avais d'abord pensé à déchirer tes frusques. Et puis non, ce serait te rendre service. La vraie méchanceté, c'est de te laisser les porter en l'état. On entendit retentir une cloche. À table! Hurla la meute en me lâchant et en se précipitant vers l'escalier. Il me fallut du sang-froid pour rejoindre la tribu dans la salle à manger. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'on ne m'y attendait pas. Le maître et la maîtresse de maison étaient assis au bout d'une longue table et entourés d'une jeune fille de 18 ans et d'un garçon de 16 ans qui appartenait à une autre sphère. Le peuple des enfants occupait la moitié déshéritée de la table, celle où il n'y avait pas même de pain. Il allait de soi que j'y avais, sinon ma place, du moins mon emplacement. Mon grand-père prit un plat de viande et se servit. Ensuite il tendit le plat à son épouse, qui en prit aussi peu que son mari en avait pris beaucoup, et le passa après à la jeune fille. Ainsi procéda-t-on avec chaque plat. Je m'étais assis à côté de Charles, mon presque jumeau. Le garçonnet tendait le cou pour regarder les plats et calculait à voix basse. Jean se sert, après ce sera Lucie, puis Simon. Bon, je n'aurai pas de viande. Peut-être aurai-je des pommes de terre. Le droit d'aînesse se traduisait chez les Notombes d'une manière alimentaire. Plus on était âgé, plus on pouvait espérer manger. Quand les plats arrivèrent à Charles et moi, ils étaient presque vides. Simon, qui n'avait pas l'assiette beaucoup plus remplie que la nôtre, parvint à subtiliser la corbeille de pain de la partie adulte de la table. Nous fûmes trop contents d'en attraper chacun un morceau. Je sympathisai avec Charles en lui demandant les prénoms de chacun. À la table des grands, il y a les parents. La fille, c'est Marie-Claire, le garçon, c'est Jean. Et puis il y a nous, Lucie, Simon, Colette, Donate et moi. Il y a des enfants qui manquent, calculai-je. Oui, des adultes, Paul, Dominique et Jacqueline, qui vivent leur vie. Pourquoi seuls les grands ont de quoi manger? C'est comme ça. Si tu atteins l'âge de 16 ans, tu seras nourri. Toi et moi, on a encore 10 années à attendre, déclarai-je. C'est pas gagné, mais toi tu n'es ici que pour les vacances, tu survivras.
J'éprouvais une admiration profonde pour ces enfants qui supportaient des conditions d'existence aussi spéciales. Si j'avais été plus âgé, j'aurais songé à m'insurger contre un règlement à ce point scandaleux. À 6 ans, je n'avais qu'une obsession, m'adapter. Tout en grignotant mon crouton de pain, j'observais mon grand-père. Vêtu d'un costume élégant, il parlait avec égard à son épouse charmée et à ses aînés. Il semblait ne pas remarquer les enfants loqueteux et malingres qui occupaient le bout de la table et qui ne recevaient aucune éducation en dehors d'un darwinisme pur et dur. La cuisinière apporta le dessert, une bassine de compote de rhubarbe qui circula dans l'ordre des préséances et n'arriva pas complètement vidée devant Charles et moi. Je dégustai ma part avec délice quand le patriarche se leva, écarta les bras et annonça: Je vais dire une parole éternelle. Jamais je n'avais entendu une voix aussi emphatique. Chacun posa sa cuillère d'un air résigné. Après un silence destiné à sertir ce qui allait être dit, grand-père déclara: La rhubarbe est le rafraîchissement de l'âme. Il regarda l'effet de ce mot d'auteur sur son public, et puis se rassit. D'un geste, il signifia que l'on pouvait recommencer à manger et à parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Demandai-je à Charles. Que la rhubarbe rafraîchissait l'âme. Oui, j'ai entendu, mais ça sort d'où? De lui. Il vient de l'inventer, alors il partage, c'est de la poésie. La poésie, ça rime, non? Pas forcément. Quand les assiettes furent ratiboisées, Pierre Notombe se redressa, plus seigneurial que jamais, et entraîna les adultes au salon. Les enfants coururent alors. Je les accompagnai. Il faisait lumineux comme en plein jour, et Simon décida qu'on allait à la prairie jouer au football. Normalement, il faut 2 équipes de 11 joueurs. Nous sommes 6. Aucun problème. Patrick est gardien de but et nous jouons tous contre lui. Il posa par terre 2 rondins délimitant un espace de 3 mètres. Ça, c'est le but, Patrick. Tu dois empêcher le ballon d'y entrer. Je m'installai devant le but, le cœur battant. Les 5 enfants m'attaquèrent à coups de ballon. Je ne savais où me placer. Il me fallait bouger sans cesse pour protéger l'espace qui relevait de ma juridiction. Le premier but fut marqué par Colette après 2 minutes de jeu. Une fille en plus, ricana Simon. C'est la première fois que je joue, dis-je, en manière d'explication. Ça se voit, les bons goalkeepers se jettent au sol pour faire rempart de leur corps. Toi, tu sautilles comme un farfadet devant le but. Piqué, je passai le reste de la partie à me jeter au sol. J'avais si peu d'instinct que je choisissais toujours le mauvais côté. J'encaissai une trentaine de buts. Tu es lamentable, conclut Simon. À la nuit tombée, grand-mère vint nous ordonner d'aller au lit. Elle poussa un cri en me voyant. Patrick, qu'est-il arrivé à ton joli costume marin? Je me regardais. Mon vêtement était si taché de boue que la couleur d'origine se devinait à peine. Ça m'est égal, dis-je crânement. Je le pensais. J'avais adoré cette expérience. Au dortoir, chacun se déshabilla. Les enfants étaient si maigres que j'avais presque l'air dodu. Je revêtis un pyjama en pilou bleu ciel, quand les autres s'emballèrent dans d'indescriptibles haillons troués. Le lit me parut d'un inconfort stupéfiant. La bande s'endormit aussitôt. Je fus long à trouver le sommeil. On entendait courir les souris contre les murs. Le toit faisait des craquements qui suggéraient la tentative d'effraction d'un ou plusieurs fantômes. Comment surmonter la terreur que cela m'inspirait? Bon papa me disait souvent: Tu dois t'endurcir. Je commençais à comprendre ce que cela signifiait. J'avais le corps aussi tendre que l'âme. Si je voulais survivre aux 2 mois qui m'attendaient, il allait falloir transformer ma douce constitution en armure. Hélas, comment procéder? Déjà, comment lutter contre la peur de la nuit? Raccroche-toi à quelque chose de sympathique, pensai-je. À cet instant, une chouette ulula dans la forêt toute proche. Jamais je n'avais entendu cela. Ce cri me déchira le cœur. Si j'avais dû exprimer ce que je ressentais depuis mon arrivée, j'aurais trouvé ce hurlement si pur qui disait pêle-mêle l'extase et l'appel au secours. J'éprouvais les mêmes émotions, impossible à démêler. Oui, j'étais exalté au dernier degré d'être là, autant que j'en étais désespéré. La chouette me comprenait. Je n'étais pas seul. Cette conviction me sauva. Je sombrai dans le sommeil. Pour le petit garçon de la ville, ivresse de s'éveiller au cœur de la forêt bruissante du matin. Il me fallut un certain temps pour comprendre que les enfants étaient déjà descendus. Pas mécontent de ma solitude, je m'habillai et rejoignis la cuisine. Une femme hagarde, qui la veille avait apporté les plats à table, m'y accueillit. Comme une coupable se défendant d'un crime,
Elle répéta obstinément: Y a plus de lait, y a plus de pain, y a plus rien, les enfants ont tout mangé. Ma présence semblait lui être intolérable. Dehors m'attendait un temps fabuleux. L'air du matin au pont d'Oie sentait un mélange de pierre et de bois affolant de vitalité. Je n'étais que trop heureux d'affronter tant de plaisirs sans mes tortionnaires.